Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Jean-Paul Diaz, c'est le premier secrétaire du BCG, ancien ministre de l'intégration africaine. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Antoine. Alors, le gouvernement vient de boucler, en tout cas, son 13e Conseil des ministres décentralisé. Depuis 2012, cela a été initié par le président Macky Sall. Quel bilan faites-vous de ces conseils des ministres décentralisés? Moi, je pense que je dois dire que je suis d'accord avec la tenue de ces conseils en dehors de Dakar. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça fait vivre les localités. Ça entraîne pour les officiels qui y vont la possibilité d'avoir une perception réelle du terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être marquer une pause pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en œuvre tout ce qui a été promis. Parce que il n'y a plus à marquer une pause, c'est presque fini, il ne reste plus que Dakar. Oui, on peut même supposer que Dakar, c'est pas encore que ça peut être nécessaire. On peut plus parler de décentraliser de ce Oui, oui, mais on peut faire Dakar, même si on pouvait aussi ne pas faire Dakar. En tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, il faut marquer une pause, par exemple sur 6 mois, sur 9 mois, pour mettre en place des réalisations. Parce que si on continue, on va revenir une deuxième fois dans une région, alors que les réalisations promises la première fois n'ont pas été mises en œuvre. Donc je pense que... Ah bon, là vous parlez comme tout le monde. Oui, depuis non. 2012, on n'a encore rien vu. Oui, c'est mais... ce que disent en tout cas les populations, surtout celles de Saint-Louis. Premier conseil décentralisé. Oui, mais je pense que c'est pourquoi, je dis une fois de plus, le principe de faire ça est un bon principe. Maintenant, il faut quand même être concret. Et pour être concret, il faut des réalisations. C'est pourquoi une pause de 6 à 9 mois serait bien pour permettre le lancement de certains projets. C'est mon point de vue en tout cas. Oui, on a annoncé 3130 milliards de francs CFA. Vous pensez que cela va être réalisé par le gouvernement? Vous avez espoir? Je ne sais pas. Je le souhaite pour l'intérêt des populations, mais je ne peux pas y répondre puisque je ne détiens pas les éléments sur lesquels on s'est fondé pour faire ce type de promesses-là. Alors, l'autre actualité, c'est le procès d'Hissène Habré. Vous êtes ancien ministre de l'intégration africaine. Quel regard portez-vous sur le fait que ce procès se déroule au Sénégal? De tout temps, j'ai été hostile à la tenue de ce procès. Pourquoi? Parce que je considère que voici un homme qui est réfugié au Sénégal, n'est pas venu en vacances, n'est pas venu en promenade, il s'est réfugié au Sénégal. Depuis 25 ans. Voilà. Après avoir d'ailleurs été renversé de manière anticonstitutionnelle. Mais ça, c'est un autre débat. Il se réfugie au Sénégal. Il a un comportement exemplaire. Il n'a dérangé personne. Il ne s'est pas mêlé de la vie politique de ce pays. Il n'a pas d'accointance avec l'opposition plus qu'avec le pouvoir ou vice-versa. Il a des enfants qui sont nés ici. Franchement, je ne vois pas pourquoi on accepte, nous, Sénégal, pays de la Teranga, oui. N'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi on accepte de le livrer à la justice. Il n'y a pas de Union africaine, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de CPI, il n'y a rien du tout. C'est un principe qu'on aurait dû respecter. 2 présidents étaient là, ne l'ont pas livré à la justice. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Tout à fait, n'est-ce pas? Je vous dis une fois de plus, s'il s'était réfugié en Côte d'Ivoire et que le président Houphouët-Boigny était vivant, jamais, je dis jamais, personne n'aurait osé dire au président Houphouët-Boigny, il faut le traduire en justice. Maintenant, ce qui est fait est fait. Moi, je le regrette. Ce qui est fait est fait. Chacun se bat avec ses armes. Parce que dans le procès tel qu'il est aujourd'hui, je suis gêné parce qu'il va dans un seul sens, simplement. Oui, personne ne va pas me faire croire que c'est le président Hissène Habré tout seul qui a torturé tout le monde, qui a emprisonné tout le monde, qui a assassiné tout le monde ou qui a agressé tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y en a d'autres qui sont là. Qui devaient être là. Qui devaient être là. Et même si vous voulez, au-delà de ça, il y a le président Goukouni-Wedeï. Goukouni-Wedeï, qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Tchad? Aujourd'hui, il est rentré au Tchad. Il est installé au Tchad. Mieux, le Tchad l'a proposé comme candidat. Il vient d'être élu représentant de la commission de l'Afrique centrale là, pour les Grands Lacs ou je ne sais quoi. Oui. Vous vous rendez compte? Pendant ce temps, celui-là, on l'indexe. Je ne suis pas d'accord. Oui. Moi, président de la République du Sénégal, Hissène Habré n'aurait jamais été livré à la justice. Vous n'êtes pas d'accord. Et je suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites des victimes? Les victimes vous diront non. Nous aussi, on a le droit de porter plainte. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pourquoi j'avais proposé, j'avais suggéré dans des déclarations, que l'on utilisât la méthode qui a été utilisée en Afrique du Sud.
un système vérité-réconciliation. Nous, Sénégal, c'était notre posture et notre devoir de réunir les Tchadiens concernés, n'est-ce pas, pendant le nombre de mois ou de jours qu'il faut, n'est-ce pas, qu'ils se parlent, n'est-ce pas, que les uns et les autres demandent pardon et qu'on en termine. Ça pourrait régler le problème? Ça peut régler le problème. L'État tchadien par lui-même, n'est-ce pas, indemnisant les uns et les autres. Parce que cet argent que l'État tchadien a envoyé ici, qui me dérange d'ailleurs, n'est-ce pas, je trouve que cet argent aurait pu permettre d'indemniser. Parce que 40 000 victimes, s'il faut les indemniser. Non, vous savez qu'une indemnisation n'est pas un remboursement. On ne rembourse pas une vie, on ne rembourse pas une humiliation. C'est une indemnisation. Ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc toutes ces ONG, tous ces États, y compris l'État tchadien, qui sont là à crier à tue-tête, eh bien, auraient dû accepter qu'on organise quelque chose comme ça. Et ça, c'était le devoir du Sénégal. Et qu'on en sorte par la paix. Entre parenthèses, ça n'a pas commencé avec l'Afrique du Sud. Ça a commencé en Amérique du Sud, avec les dictatures qui étaient là-bas, Paraguay, Uruguay, etc. C'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, et d'ailleurs vous voyez que Pinochet à la longue, finalement, ça s'est terminé un peu comme ça. Et finalement, c'est ça qu'on a imposé à Nelson Mandela. Ce sont les Blancs qui l'ont imposé à Nelson Mandela. Ce n'est pas sorti de son imagination créatrice, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des Blancs concernés dans les crimes de l'apartheid. Donc c'est ce qu'on aurait dû faire ici, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Alors, mais au-delà de toutes ces considérations que vous avez évoquées, est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce soit un point de départ pour l'Afrique, la justice africaine qui se prend en charge? La justice transitionnelle, comme ça a été fait en Amérique latine, comme je viens de vous dire, comme ça a été fait en Afrique du Sud, justice transitionnelle. C'est-à-dire une justice où on n'est pas là à mettre des gens en prison, qui a fait quoi, on discute, on essaie de faire en sorte. D'ailleurs, vous voyez qu'en Amérique latine maintenant, bon, il y a encore des résidus au Venezuela, mais en Amérique latine maintenant, c'est pratiquement la démocratie. Regardez au Brésil, regardez au Mexique, mandat unique, mandat présidentiel unique, etc. Voilà. Donc c'est ça les voies qu'il faut emprunter et arrêter d'être là à courir derrière tel ou derrière tel pour pouvoir satisfaire la Cour pénale internationale ou les ONG ou quoi que ce soit. Alors, vous êtes membre de la mouvance présidentielle, membre de la coalition Macky 2012. Le gros débat de cette semaine, disons, de ces jours écoulés, c'est la sortie de l'imam Khatib de la Grande Mosquée de Dakar qui dit au président Macky Sall de faire 7 ans parce qu'il est élu pour 7 ans. Critique, en tout cas, acerbe à son endroit. Jean-Paul Diaz, quelle est votre opinion sur cette affaire? Ces critiques sont injustes. Pourquoi? Je voudrais d'abord saluer l'imam Pape Aliou Moussa Samb, lui marquer mes sentiments, lui transmettre mes sentiments de respect et de considération. Ces sorties sont inacceptables. Et les Dakarois ne doivent plus accepter ce genre de choses. Vous avez parlé d'imam Khatib. Il a fait un sermon. Moi, je l'ai écouté. Il a fait un sermon de 30 minutes environ. Ce n'est qu'à la fin, environ sur 1 minute 15, qu'il a parlé de ça. Et il s'adressait à Macky Sall. Donc ceux même qui n'étaient pas d'accord, il ne s'adressait pas à eux, ils n'avaient rien à lui reprocher. Quant aux autres, ils n'ont rien à dire. Ce n'est pas la première fois qu'un chef religieux, musulman ou chrétien, ait pris une position de cette nature-là. Ce n'est pas la première fois. Et les Dakarois ne doivent pas l'accepter. Parce que lorsque les imams, et ici c'est un imam ratib, hein, ce n'est pas un imam lambda, c'est un imam ratib. Donc lorsque notre imam, ici à Dakar, prend cette position, les autres n'ont rien à dire. Ceux qui ne sont pas contents, qui ne viennent pas dans notre mosquée, qu'ils aillent chez eux dans leur village. Un point, c'est tout. Et vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Mais ce qu'il a dit, il n'a rien dit de nouveau. Il s'est adressé au président de la République. Et il lui dit, Monsieur le Président, nous, c'est ça que nous souhaitons. Il n'a pas le droit de le dire. Le président de la République... Vous êtes de la mouvance présidentielle que vous soutenez quand même. Mais vous savez bien que ici, sur le plateau de votre télévision, j'ai défendu le fait que moi, je ne suis pas d'accord avec la diminution du mandat. Parce que si vous êtes d'accord avec la diminution du mandat aujourd'hui, mais demain un autre peut dire, oui, moi je souhaite la prorogation de mon mandat et vous serez obligé de l'accepter. Comprenez? Donc, il n'a qu'à s'adresser, le président de la République, au Conseil constitutionnel. Ça, c'est la loi, c'est la Constitution. Ce n'est pas du tape-à-l'œil, il est obligé.
D'autant qu'il est obligé aussi de s'adresser au président de l'Assemblée nationale. On n'a pas dit à l'Assemblée nationale, on a dit au président de l'Assemblée nationale. Que le président de l'Assemblée nationale associe son bureau ou les groupes parlementaires, ok, ou qu'il ne le fasse pas, c'est lui qui donne la décision. On va lui aussi l'insulter s'il dit oui ou s'il dit non. Non, on n'a pas le droit. Très bien. Et le Conseil constitutionnel n'aura pas d'autre réponse que la suivante. Monsieur le Président, vous avez prêté serment devant nous, Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, de respecter la Constitution. Le mandat est de 7 ans. Vous devez faire 7 ans. Et nous, Conseil constitutionnel, nous ne nous sentons pas compétents. Nous sommes incompétents pour vous délier de votre serment. Macky Sall doit faire les 7 ans. S'il ne veut pas faire les 7 ans, après les 7 ans, il peut démissionner, s'en aller. Ça, c'est autre chose. Très bien. Parce que s'il démissionne pour revenir, ça, c'est pas possible. C'est autre chose. C'est inacceptable. Jean-Paul Diaz. Il n'a qu'à faire un mandat et s'en aller s'il veut, sinon qu'il fasse 7 ans. Vous êtes en phase avec l'imam. Je suis en phase avec l'imam, je le soutiens. Alors, dernière question. Votre parti vient d'intégrer l'Internationale démocrate centriste. Vous étiez à la Réunion de Mexico. Alors, c'est une nouvelle tournure pour votre parti. C'est des responsabilités. Je voudrais d'ailleurs, à ce sujet, remercier toute l'Internationale démocrate centriste, son nouveau président, qui est l'ancien président de Colombie, Andrés Pastrana, n'est-ce pas, remercier le groupe Afrique, etc. Et dire que ce sont des obligations nouvelles qui viennent. Des obligations financières. Pour votre parti. Ah oui, qui vont pas être faciles. Vous allez faire face à tout cela. On va essayer, il faut bien, on va essayer. Des obligations en termes de présence de militantisme, mais c'est aussi des obligations en termes de présence locale au Sénégal. Je voudrais, avant de passer à autre chose, remercier sincèrement et publiquement, je sais que ça le gêne, mais je le fais, le président Macky Sall, qui m'a permis, qui nous a facilité cette présence, n'est-ce pas? Et remercier le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, pour les instructions qu'il a pu donner aux ambassades qui m'ont reçu et qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et aussi remercier aussi l'ambassadeur du Sénégal à Washington, puisque je suis passé à Washington pour des démarches, Monsieur Diagne, n'est-ce pas, Babacar Diagne, et le remercier lui aussi parce qu'il a été très disponible à mon endroit. Donc c'est des nouvelles responsabilités, ce n'est pas un but, c'est un moment, ce n'est pas un but, mais nous sommes fiers de ça. Alors, vous n'êtes pas le seul parti sénégalais qui a intégré l'Internationale démocrate centriste, il y a le parti d'Abdoulaye Baldé, mais au-delà de tout cela, alors pourquoi vous avez attendu ce moment pour intégrer cette organisation mondiale, si vous voulez? En réalité, pour ce qui concerne le BCG, on avait essayé depuis très longtemps. Franchement, on n'arrivait pas, on n'arrivait pas à trouver le lien, le contact. Ce n'est qu'en, je crois, en 2013 que nous avons pu le faire, grâce à là aussi l'ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, M. Diop, que je remercie. Et donc, chemin faisant, nous avons d'abord, nous, je rappelle que nous sommes le premier parti sénégalais à s'être déclaré centriste ouvertement, n'est-ce pas? Même si nous sommes aussi des libéraux. Mais dans un pays où vous ne pouvez pas rentrer à l'international libéral tant que Ouad ne veut pas, tout autant que vous ne pouvez pas rentrer à l'international socialiste tant que le leader du PS ne le veut pas, nous ne sommes pas des socialistes. Donc, il y avait cette possibilité-là. Quelqu'un m'a dit qu'il y a l'international anarchiste aussi qui existe quelque part, j'en sais rien. Donc nous avons tenté, mais il y avait des difficultés. Mais finalement, quand on a pu, on l'a fait et nous avons d'abord intégré, nous avons été intégrés dans le groupe Afrique de l'international démocrate centriste, n'est-ce pas? Ce qui n'a pas été le cas des autres. Et ensuite, nous avons intégré maintenant le niveau international où nous sommes membres de plein droit. Et comme je vous dis, c'est beaucoup plus de responsabilités qu'autre chose. Mais je voudrais une fois de plus vraiment remercier le président de la République. Très bien et bonne continuation. Merci bien. Jean-Paul Diaz, merci. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du BCG, ancien ministre de l'intégration africaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce soir. À vous, Bouba. Je vous retrouve mardi prochain. Demain, c'est avec Mamadou Ibra. Excellente soirée chez vous. Merci à Antoine Diouf et à son invité, le premier secrétaire du BCG, Jean-Paul Diaz, qui est revenu, entre autres, sur les questions de l'heure, le Conseil des ministres décentralisé à Fatick, le sermon controversé de l'imam Ratib de Dakar, et bien sûr sur l'affaire Avril.